Il y a des pays qu'on associe au calme, à la sécurité, au contrôle. Le Japon en fait partie. Et pourtant, certaines des histoires les plus dérangeantes que j'ai jamais lues viennent de là-bas. Aujourd'hui, on commence quelque part, avec les pires threads du Japon, où il y a des histoires si dérangeantes que le pays a préféré les oublier. Aujourd'hui, je vais vous en raconter plusieurs, et je vous préviens tout de suite. Après ça, vous ne regarderez plus jamais votre appartement, ni Internet, ni même le Japon lui-même, de la même façon. Bienvenue dans les pires threads du Japon. Nous sommes à Tokyo, en fin décembre. La ville est plus calme que d'habitude. Beaucoup de familles ont déjà commencé les préparatifs du Nouvel An. Les rues résidentielles se vident peu à peu. Et dans certains quartiers, on n'entend presque plus rien. À Setagaya, à l'ouest de Tokyo, il y a une maison banale, collée à un petit parc. Une maison comme il en existe des milliers. Et pourtant, cette nuit-là, elle va devenir l'un des lieux les plus glaçants de l'histoire criminelle du Japon. À l'intérieur vivent les Miyazawa. Mikio, 44 ans, est encore réveillée. Sa femme Yasuko est là aussi. Leurs deux enfants Nina, 8 ans, et Rei, 6 ans, sont dans la maison. Rien d'anormal. Une soirée comme tant d'autres. À quelques heures du réveillon. Quelqu'un s'approche de la maison. Il vient du parc. L'endroit est sombre, discret, parfait pour ne pas être vu. Il atteint une fenêtre de la salle de bain située à l'étage. Elle est accessible. Et en quelques instants, il entre à l'intérieur. À partir de ce moment-là, tout s'enchaîne. Mikio est le premier à le croiser. Il n'est pas pris dans son sommeil. Il comprend immédiatement qu'un intrus est là. Une lutte éclate. Les deux hommes se déplacent dans la maison. Mikio se défend, tente de résister, de repousser l'agresseur. Ce n'est pas une attaque rapide. Ce n'est pas silencieux. C'est physique, brutal, désordonné. Mikio se bat pour sa vie et pour celle de sa famille. Mais il finit par s'effondrer, poignardé à plusieurs reprises. Le silence revient brièvement. Pendant ce temps, Yasuko a entendu ce qui se passait et elle comprend que quelque chose d'horrible vient de se produire. Elle n'est pas surprise non plus dans son sommeil. Elle est consciente. Elle voit, elle entend, elle comprend. Elle tente à son tour de résister lorsqu'elle croise l'agresseur. Mais là encore, ce n'est pas une exécution expédiée ni rapide. Elle se débat, mais malheureusement, elle est tuée à son tour. À ce moment-là, l'intrus a le contrôle total de la maison. Il pourrait partir, il pourrait fuir, mais il ne le fait pas. Il se dirige vers les enfants. Nina et Rei sont encore en vie. Ils sont tués après leurs parents. Pas dans la panique, pas par accident. Ce sont des actes délibérés, rapides, calculés. Tout indique qu'il veut s'assurer qu'il ne reste aucun témoin. Rien ne montre une volonté de prolonger inutilement leur souffrance. Mais tout montre une décision froide. Personne ne doit survivre. La maison est maintenant silencieuse. Et c'est là que cette histoire bascule dans quelque chose de profondément dérangeant à présent. L'homme ne quitte pas les lieux, il reste. Il se déplace dans la maison comme si le danger était passé. Il va aux toilettes, il se lave, il se nettoie, il se soigne, il fouille les placards, il ouvre le réfrigérateur, il se sert, il boit du thé, il mange du melon, il sort des glaces du congélateur et les mange tranquillement. Comme si c'était une nuit normale, comme s'il était chez lui. Il utilise même l'ordinateur familial. Il se connecte à Internet, il touche aux affaires personnelles, il manipule des papiers. Il laisse derrière lui des vêtements, des mouchoirs, du sang, des empreintes. Il ne se cache pas vraiment. Il agit comme quelqu'un qui se sent en sécurité. Il reste ainsi pendant des heures. Puis finalement, il quitte la maison. Il repart par là où il est venu, le parc, la nuit, et il disparaît. Le lendemain matin, l'inquiétude s'installe. La mère de Yasuko tente de joindre la famille. Personne ne répond. Elle se rend sur place, elle entre dans la maison et elle découvre l'impensable, l'horreur. La famille, tout était massacré, du père jusqu'à la dernière petite fille. La police est appelée, Setagaya bascule. L'enquête devient l'une des plus importantes jamais menées au Japon. Les policiers découvrent une quantité impressionnante de preuves. ADN, empreintes digitales, vêtements abandonnés, traces de pas, restes alimentaires, données informatiques. Ils parviennent même à tirer des conclusions sur l'âge probable du suspect, sa corpulence et certains aspects de son origine génétique, jugés extrêmement rares au Japon. Et pourtant, malgré tout cela, personne n'est arrêté. La police explore toutes les pistes. Le cambriolage est rapidement écarté. Rien n'a été volé. L'argent et les objets de valeur sont restés sur place. La vengeance personnelle est étudiée, mais la famille Miyazawa n'avait aucun conflit connu, aucun ennemi déclaré, aucun lien avec le milieu criminel. La piste d'un règlement de compte ne tient pas. Reste alors l'hypothèse la plus dérangeante. Un individu isolé, opportuniste, peut-être instable, qui aurait repéré la maison à cause de son accès direct au parc. Quelqu'un qui aurait observé, attendu, puis agi sans raison personnelle claire. Une cible choisie non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait, une opportunité. Avec les années, plusieurs hypothèses ont émergé. Certains enquêteurs ont envisagé la piste d'un individu étranger de passage, ce qui expliquerait pourquoi l'ADN n'a jamais correspondu à aucun profil japonais. D'autres pensent que le tueur était très jeune, presque immature, au vu de son comportement après les faits. Et puis, il y a la théorie la plus dérangeante, que la famille n'ait jamais été visée personnellement. Que cette maison ait simplement été au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais aucune de ces hypothèses n'a jamais pu être confirmée. Et c'est peut-être ça,
le plus terrifiant. Officiellement, la police japonaise n'a jamais privilégié une théorie du complot. Pour eux, il s'agit du crime d'un seul homme, extrêmement chanceux, qui n'a jamais été identifié. Aujourd'hui encore, l'affaire de Setagaya n'est pas classée. Elle continue de courir, elle est ouverte, mais il n'y a aucun avancement. Des appels à témoins sont régulièrement relancés, des éléments sont exposés publiquement, mais le tueur n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas un crime sans preuve, c'est un crime sans réponse. Et c'est précisément pour ça que, plus de 20 ans plus tard, Setagaya reste l'une des histoires les plus glaçantes du Japon. Parce que quelqu'un est entré dans une maison ordinaire, a détruit 4 vies, s'est installé, a mangé, a attendu, puis est reparti, comme si rien ne s'était passé. Si cette histoire vous a mis un vrai coup, restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas un cas isolé. Ce genre de thread, il en existe beaucoup plus qu'on ne le pense. Et même au Japon. Nous sommes maintenant à Tokyo, en octobre 2017. Aiko Tamura a 23 ans. Elle vit au Japon, dans la région de Tokyo. Elle n'est pas une célébrité, pas une influenceuse, pas quelqu'un de particulièrement visible. C'est une jeune femme comme beaucoup d'autres, discrète, fatiguée, un peu perdue. Ces derniers temps, Aiko ne va pas bien. Elle se sent seule, elle a du mal à parler à son entourage. Comme beaucoup de jeunes japonais, elle trouve sur internet un endroit où elle peut se réfugier, un endroit où elle peut s'exprimer plus facilement. Et surtout sur Twitter. Là-bas, elle peut écrire ce qu'elle ressent sans regarder quelqu'un dans les yeux. Elle peut dire qu'elle va mal, qu'elle se sent vide, qu'elle pense parfois à disparaître. Un jour, quelqu'un lui répond. Le message est calme, bienveillant, pas agressif, pas bizarre. Juste quelqu'un qui dit comprendre. Quelqu'un qui dit qu'il est là pour écouter. Quelqu'un qui affirme qu'il peut l'aider. Cet homme s'appelle Takahiro Shiraishi. Mais à ce moment-là, ce nom ne signifie absolument rien pour Aiko. Pour elle, ce n'est qu'un compte Twitter parmi d'autres. Un inconnu qui semble attentif, qui pose les bonnes questions, qui ne juge pas. Les échanges continuent, les messages deviennent plus réguliers, plus personnels. Shiraishi parle comme quelqu'un qui sait exactement quoi dire. Il se présente comme une personne capable d'aider ceux qui souffrent. Il laisse entendre qu'il peut accompagner quelqu'un jusqu'au bout, s'il le faut, qu'il comprend la douleur et qu'il ne la minimise pas. Aiko se confie, alors, de plus en plus. Puis vient la proposition de se rencontrer, pas dans un lieu public, pas entouré de monde, non, chez lui, dans son appartement, en banlieue de Tokyo. Il lui dit que ce sera plus calme, plus discret, plus sûr. Le 23 octobre 2017, Aiko accepte. Elle quitte son domicile, elle prend les transports, arrive à l'appartement de Shiraishi. À ce moment-là, elle pense rencontrer quelqu'un qui va l'écouter, peut-être la comprendre, peut-être simplement lui parler. Ce qui se passe ensuite, on ne le saura jamais exactement minute par minute. Mais ce que l'enquête établira plus tard, totalement glaçant. Aiko arrive devant l'immeuble. Ce n'est pas un endroit inquiétant. C'est une résidence banale en banlieue de Tokyo. Rien de lugubre, rien qui crie au danger, rien d'anormal. Vraiment, un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus banal au Japon. Elle sonne, la porte s'ouvre. Shiraishi est là. Il a l'air calme, poli, presque banal lui aussi. Il ne crie pas, il ne force rien et il la laisse entrer. Malheureusement, elle n'en ressortira jamais. L'appartement est petit, rangé, silencieux, pas d'odeur étrange, pas de chaos, rien qui puisse déclencher une alarme immédiate dans sa tête. Ils s'assoient tous les deux. Il lui parle doucement, il l'écoute, il la laisse parler. Pour la première fois depuis longtemps, Aiko a l'impression que quelqu'un prend le temps de l'entendre sans minimiser ce qu'elle ressent. Il ne la coupe pas, il ne la juge pas, il acquiesce. Il pose des questions simples. Elle se détend. Shiraishi sait attendre. Oui, cette phrase n'est pas là au hasard, et vous m'avez bien entendu. Il sait attendre. À un moment, il lui propose quelque chose à boire. Peut-être juste de l'eau, peut-être un thé, rien d'extraordinaire. Rien d'illégal. Rien qui sorte du cadre d'une rencontre normale. Le temps passe, quelques minutes, peut-être plus. Aiko est là, assise, convaincue qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui comprend ce qu'elle traverse. Puis, sans signe évident, le comportement change. Ce n'est pas forcément brutal au début, ce n'est pas un cri, ce n'est pas une explosion de violence, c'est un glissement. Une proximité physique qui n'était pas là avant, une phrase qui sonne différemment, une présence qui devient lourde. Aiko n'a plus vraiment le temps de réagir. Shiraishi passe derrière elle, il l'attrape, il serre et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle décède. Ce n'est pas instantané, pas comme dans les films. Elle se débat, elle comprend trop tard que ce rendez-vous n'était pas ce qu'elle croyait, que cette oreille attentive n'était qu'un piège. Elle finit au bout d'un moment par perdre connaissance. Et ensuite, pour s'assurer qu'elle est bien morte, Shiraishi la pend. Oui, il l'accroche par lui-même autour d'une corde et laisse son corps se balancer pour être certain qu'elle est bien décédée. C'est ce que la police retiendra comme mode opératoire. Méthodique, répété, calculé. Aiko ne ressortira jamais de cet appartement. Après sa mort, Shiraishi découpe son corps. Il se débarrasse de certaines parties dans les ordures ménagères. Il conserve d'autres restes. Il tente d'effacer les preuves en utilisant de la litière pour chat, espérant masquer les odeurs. Pendant ce temps-là, personne ne sait encore ce qui est arrivé à Aiko. Mais quelqu'un s'inquiète, son frère. Il remarque que quelque chose ne va pas.
Aiko ne répond plus. Son compte Twitter semble actif, mais ses messages ne ressemblent plus vraiment à ce qu'elle écrivait. Il décide alors de faire quelque chose d'extrêmement risqué et intelligent à la fois. Il parvient à accéder au compte Twitter de sa sœur. En regardant les messages privés, un pseudonyme attire son attention. Toujours le même, toujours présent dans les échanges récents. Takahiro Shiraishi. Le frère d'Aiko transmet ces informations à la police. Oui, car sa sœur a quand même disparu, il s'inquiète vraiment. Les enquêteurs remontent donc jusqu'à l'appartement de Shiraishi et fin octobre 2017, ils s'y rendent. Et ce qu'ils découvrent dépasse tout ce que le Japon imaginait. Dans cet appartement se trouvent les restes de 9 personnes, 9 victimes, des femmes, pour la plupart très jeunes, certaines mineures. Toutes rencontrées de la même manière, via Twitter, toutes attirées par le même discours, toutes venues parce qu'elles allaient mal et cherchaient quelqu'un à qui parler. Shiraishi est arrêté. Il avoue tout. Il expliquera aux enquêteurs qu'aucune de ses victimes ne voulait réellement mourir, qu'elle ne cherchait pas la mort, qu'elle cherchait juste quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui les écoute. Aiko Tamura n'était donc pas un cas isolé. Et c'est là que l'histoire prend une toute autre dimension. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une seule histoire, une seule victime, une seule porte d'entrée. En réalité, cette affaire va révéler l'existence de l'un des pires tueurs en série que le Japon ait connu à l'ère des réseaux sociaux. Un homme qui a utilisé Twitter comme terrain de chasse. Un homme qui a compris la solitude moderne mieux que personne et qui s'en est servi. Cette histoire, c'est l'affaire Takahiro Shiraishi. Et si ça vous intéresse, je peux vous raconter cette affaire en entier, du début à la fin. Le parcours du tueur, ses méthodes, ses victimes, et comment tout un pays a réalisé que parfois, le danger ne vient pas de l'ombre, mais d'un message qui commence par « Je suis là si tu veux parler ». Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez en apprendre plus sur les détails de cette histoire, et peut-être des parties que vous n'avez jamais vues, même pas dans les médias. Nous sommes toujours à Tokyo, mais cette fois-ci en 2008. L'histoire se passe dans un quartier résidentiel normal, pas glauque, pas isolé, pas une ruelle sombre, juste un immeuble comme il y en a des milliers. Un homme vit seul dans son appartement, il travaille, il rentre le soir, il a une vie banale, rien de spécial. Et pourtant, depuis quelque temps, il remarque des choses étranges. Oui, vraiment étranges. Au début, c'est minuscule, presque ridicule. De la nourriture disparaît, pas tout, juste un peu. Une bouteille entamée, un plat dont il est sûr de ne pas avoir mangé la totalité. Il se dit qu'il a oublié, qu'il confond, qu'il a sûrement mal compté. Mais le problème, c'est que ça recommence, encore et encore. Il commence à se demander s'il ne devient pas parano. Il vit seul, il n'invite personne, il ferme toujours sa porte. Il n'y a aucune trace d'effraction, rien de forcé, rien de cassé. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Vous sentez comme ça pue là, non? Et un jour, il remarque autre chose. Ses vêtements ne sont plus exactement comme il les a laissés. Pas déplacés de manière évidente, juste différents. Comme si quelqu'un avait fouillé, puis essayé de tout remettre à sa place. Là, il commence à flipper, très sérieusement. Il vérifie les serrures, tout est normal. Il change même certaines habitudes, mais les phénomènes continuent. La nourriture disparaît encore, toujours quand il est absent, jamais quand il est là. Alors, il fait ce que beaucoup de gens feraient. Il installe une caméra. Très bonne idée. Pas une caméra de surveillance sophistiquée, juste une caméra discrète, braquée vers sa cuisine. Il la laisse tourner pendant qu'il part travailler. Le soir, il rentre, tout semble normal. Il mange, il se couche, et le lendemain, il décide de regarder les images. Il attend la nuit, mais bon, ok. Au début, il ne voit rien. Des heures d'appartement vide. Puis à un moment, l'image change. La porte d'un placard s'ouvre, très lentement. Une femme, avec les cheveux noirs, en sort. Elle est maigre, elle porte des vêtements sales. Et elle regarde autour d'elle, comme quelqu'un qui vérifie si elle est seule. Puis, elle se dirige vers la cuisine. Elle ouvre le frigo, elle mange, elle boit, calmement, comme si c'était normal. Elle vit là. Il décide, après avoir vu ces images, évidemment, d'appeler la police. Ils arrivent rapidement. Ils fouillent l'appartement et ils découvrent que la femme vivait dans le placard, dans un espace de rangement suffisamment grand pour que quelqu'un puisse s'y cacher derrière un faux fond. Derrière, elle y avait installé une sorte de coin improvisé. Elle se nourrissait quand l'homme n'était pas là et elle se cachait dès qu'elle entendait la porte. Elle vivait dans son appartement depuis plusieurs semaines, peut-être plus, on ne le sait pas vraiment. La femme est arrêtée. Elle explique qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle entrait dans l'appartement quand il était absent, qu'elle se cachait dès qu'il rentrait, qu'elle survivait juste comme ça. Ce qui choque le Japon, ce n'est pas seulement l'intrusion, non, on en voit tout le temps. C'est le fait que pendant tout ce temps, l'homme
n'a jamais rien entendu, jamais vu personne, jamais soupçonné que quelqu'un partageait littéralement son espace de vie. Ce n'est pas un cambriolage, pas une agression, juste une présence invisible. Cette affaire fait le tour du pays parce qu'elle touche une peur très simple, très humaine, celle de ne plus être vraiment seul chez soi. Et quand on y pense, c'est peut-être même encore pire qu'un crime violent parfois. Parce que pendant des semaines, cet homme a dormi, mangé, vécu, pendant que quelqu'un d'autre respirait à quelques mètres de lui, dans le noir, sans jamais se faire remarquer. Et vous, ce matin, quand vous avez ouvert votre frigo, il vous manquait pas quelque chose par hasard? Je sais qu'il y a pas mal d'histoires de ce genre, mais elles me font toujours autant flipper. Vous imaginez quelqu'un chez vous qui peut se déplacer la nuit quand vous dormez et la journée quand vous partez. Un inconnu dans votre cocon, à seulement quelques mètres et pas forcément avec de bonnes intentions. Quelqu'un qui utilise votre espace vital, justement, comme on le disait, votre cocon. C'est terrifiant. Je vais revérifier mes placards moi aussi. À ce moment-là, si vous regardez cette vidéo seul chez vous, prenez juste une seconde. Regardez autour de vous. Vérifiez votre porte, votre placard. Et si ce genre d'histoire vous met mal à l'aise, alors abonnez-vous. Parce que tout ce que vous entendez ici est réel. Nous sommes toujours à Tokyo, mais en avril 1994, on remonte encore dans le temps. Le parc Inokashira est l'un des endroits les plus paisibles de Tokyo. Un grand parc arboré, un étang, des familles, des joggeurs, des couples, des étudiants. Un lieu où les gens viennent respirer, loin du bruit de la ville. En avril, les cerisiers sont en fleurs, l'ambiance est douce, presque irréelle. Ce matin-là, comme tous les autres, des passants traversent le parc. Certains vont au travail, d'autres se promènent. Rien ne laisse penser que quelque chose d'anormal va être découvert. Mais non, vous aussi vous traversez les parcs régulièrement, tous les matins, pour aller au travail, pour promener votre chien. Mais là, Kenka remarque des sacs en plastique posés près d'un sentier, pas vraiment cachés. Ils ne sont pas enterrés, pas jetés dans l'eau, juste là. Comme si quelqu'un les avait déposés volontairement, en sachant qu'ils seraient trouvés. Quand la police arrive et ouvre les sacs, le calme du parc vole en éclats. À l'intérieur, il n'y a pas un corps, il y a des morceaux de corps. Des bras, des jambes, des parties soigneusement séparées. La découpe est nette, précise, pas chaotique, pas improvisée. Chaque morceau est emballé séparément. Et un détail frappe immédiatement. Oui, les sacs ont été perforés, troués volontairement, pour laisser les fluides s'écouler. Mais ça ne semble pas être un geste fait au hasard. Quelqu'un a réfléchi. La scène est immédiatement bouclée. Le parc est envahi par la police. Les médias arrive. Le Japon découvre qu'au milieu d'un lieu public, fréquenté, familial, quelqu'un a pris le temps de déposer des restes humains sans chercher à les dissimuler complètement. Les enquêteurs commencent à reconstituer ce qu'ils ont sous les yeux. Le corps appartient à un homme adulte, mais il n'est pas complet. Certaines parties manquent, notamment la tête et le torse. Impossible à ce stade d'identifier la victime. Impossible aussi de déterminer immédiatement la cause exacte de la mort. Tout ce que la police peut dire, c'est que la découpe a été faite après la mort et qu'elle a été réalisée avec un outil tranchant, manié avec assurance. Dexter japonais? Ce n'est pas un crime de panique. Ce n'est pas quelqu'un qui a frappé au hasard puis essayé de nettoyer. C'est méthodique. Les jours passent, l'enquête s'élargit, la police fouille le parc, l'étang, les alentours. D'autres sacs sont retrouvés dans la zone. Toujours le même mode opératoire. Emballés, perforés, déposés dans un lieu public comme un message silencieux. Tokyo est sous choc. Parce que ce crime n'a rien de discret, rien de caché. Quelqu'un a voulu que les restes soient trouvés. Quelqu'un a choisi un endroit où des familles passent tous les jours. À partir de là, l'enquête va rapidement cependant se heurter à un mur. Malgré les analyses, malgré les recherches, la victime n'est jamais identifiée de manière certaine. Les empreintes ne correspondent à aucun dossier connu. Aucun signalement de disparition ne colle parfaitement, même pour la victime. L'homme semble n'appartenir à personne, comme s'il était apparu uniquement pour mourir. Très vite, un point intrigue particulièrement les enquêteurs, la qualité de la découpe. Et oui, je reviens dessus, peut-être que Dexter, après avoir frappé à Miami, il est venu là. Je confonds pas la réalité et la fiction, vous inquiétez pas. Les experts médico-légaux estiment que la personne qui a démembré le corps avait des connaissances précises. Pas forcément un chirurgien, mais quelqu'un qui savait où couper, où séparer, comment faire rapidement, proprement, sans aucune hésitation. Cela ouvre la porte à plusieurs hypothèses sérieuses. La première est celle d'un individu ayant une formation médicale ou paramédicale. Quelqu'un habitué à manipuler des corps, un étudiant en médecine, un infirmier, un employé de morgue ou quelqu'un de la scientifique. Mais aucune piste concrète ne vient étayer cette théorie. La deuxième hypothèse est celle d'un lien avec le milieu criminel. À l'époque, certains enquêteurs envisagent un règlement de compte, une mise en garde, une mise en scène destinée à envoyer un message. Mais là encore, rien ne colle. Le Japon ne fonctionne pas comme d'autres pays sur ce type de démonstration publique et aucun groupe criminel ne revendique quoi que ce soit.
Une autre piste encore, plus dérangeante, est celle d'un acte presque expérimental. Quelqu'un qui aurait voulu voir s'il pouvait faire ça, tester, observer la réaction des autorités et du public. Cette idée choque, mais elle circule dans les cercles d'enquête, parce qu'aucun mobile clair ne se dégage. Les médias japonais s'emparent de l'affaire, mais très vite, un autre drame national détourne l'attention. Un crash aérien majeur monopolise l'actualité. L'affaire d'Inokashira disparaît peu à peu des journaux. Et avec elle, une partie de la pression publique. L'enquête continue, mais dans l'ombre. Et oui, pendant des années, aucune nouvelle preuve, absolument rien. Le suspect n'est jamais arrêté. Aucun suspect n'est jamais arrêté. Aucun procès n'a lieu. Le dossier reste officiellement non résolu. Avec le temps, l'affaire devient presque une légende urbaine japonaise. Un crime dont tout le monde a entendu parler, mais que peu de gens connaissent vraiment dans les détails. Aujourd'hui encore, le cas du parc Inokashira reste l'un des mystères criminels les plus dérangeants du Japon. Parce qu'il n'y a pas de visage, pas de coupable, pas de fin, et même pas vraiment d'identification de victime. Juste une question qui continue à hanter ceux qui connaissent l'affaire. Comment quelqu'un peut-il commettre un acte aussi précis, aussi réfléchi, dans un lieu aussi public et disparaître totalement? Et surtout, une autre question encore plus froide. Si jamais personne n'a jamais su qui était la victime, alors qui exactement a vraiment disparu ce jour-là? Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas des légendes urbaines, ce sont des histoires vraies, arrivées à des gens ordinaires. Des histoires parfois inoffensives, comme la troisième histoire, parfois beaucoup moins, comme les trois autres. Et tout ça dans l'un des pays les plus sûrs du monde. Comme quoi, même quand tout semble calme, propre et maîtrisé, certaines horreurs passent complètement sous les radars. D'ailleurs, ces histoires, comme vous l'avez compris, viennent toutes du Japon. Mais en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc. Chaque pays a ses propres threads, ses propres horreurs, ses affaires qu'on préfère oublier. Donc, si ça vous intéresse, on continuera. Partons ensemble pour un tour du monde des pires threads et histoires des différents pays. Prochaine destination, la Chine. Allez, venez avec moi, on embarque. C'est par ici. On prend le petit sac, on prend, hop, la valise et on est parti pour la Chine. En tout cas, dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Et surtout, prenez soin de vous, parce que parfois, le danger ne fait pas de bruit.